Bon, je propose qu'on démarre. Je pense que les autres vont arriver, si ça vous va. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire des 7 questions pour mieux réussir vos événements collectifs. Excusez-moi, voilà. Je vais faire une brève introduction. Je vais me présenter bien sûr et puis très rapidement vous parler d'Over the Moon. Ensuite, on va commencer par quelques verbatim clients pour se rappeler un peu pourquoi on fait tout ça. Ensuite, et je partagerai nos convictions sur les séminaires réussis. Et enfin, bien sûr, on regardera donc les 7 questions clés qu'il faut se poser en fait, pour faire d'un événement une réussite. Hein, donc, on est là pour parler de ça. Je vais commencer. Je vous rappelle donc que je vous invite à utiliser la fenêtre de conversation pendant ma présentation. Si vous avez des questions, de les mettre là. Et puis, j'y répondrai. Si c'est des questions de compréhension, je pense que je les adresserai tout de suite. Ce sera plus simple. Et puis j'en garderai peut-être effectivement pour la fin. Vous avez un bouton converser normalement en bas de votre fenêtre. Si vous avez du mal si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me le dire, hein, du coup à l'oral. Voilà. Déjà en introduction, donc je me présente, je m'appelle Marie-Didier Laurent, je suis directrice de projet chez Over the Moon et je pratique les méthodes collaboratives depuis plus de 10 ans. Au service des transformations aussi, mais plus spécifiquement sur la facilitation de séminaires, d'ateliers collaboratifs et d'autres rencontres collectives qui sont finalement autant d'occasions de bénéficier du pouvoir de l'intelligence collective d'un groupe. Donc l'intelligence dans le groupe, elle est toujours là. Le tout, c'est de savoir en fait la faire s'exprimer au service d'un but bien défini. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, en quelques mots, Over the Moon, c'est quoi? C'est l'animation du collectif, et notamment dans le contexte de transformation d'entreprise, mais pas que. Donc, on a chez Over the Moon, on a 5 grands types d'offres pour accompagner nos clients. La première, c'est projeter. Et donc, l'offre projetée, en fait, c'est quand on accompagne les clients pour définir une stratégie, mais de façon collaborative avec une organisation, et pour qu'elle soit plus facile à mettre en œuvre ensuite. Ensuite, on a l'offre transformée. Donc là, la stratégie existe déjà, mais on ne sait pas forcément comment la mettre en œuvre. Et donc, on va aider à la mise en place de cette transformation de façon collaborative, voire même quand le projet est déjà démarré et qu'il est peut-être un peu bloqué, donc aider à débloquer ces situations grâce à nos méthodes collaboratives. Ensuite, on a l'offre pérennisée, donc là, c'est les gestes clés. On n'est plus vraiment dans une logique de transformation, on est vraiment dans les gestes clés et le management collaboratif dans les organisations et donc les aider à l'installation de façon durable de ces pratiques et d'une culture collaborative au service de la performance. Ensuite, on a une offre évaluée. Donc là, l'offre évaluée, c'est justement une façon d'évaluer où on en est dans sa transformation, c'est d'utiliser des diagnostics. Et ces diagnostics qui nous aident à mesurer où est-ce qu'on en est. Et donc, c'est ce qu'on fait, avec nos clients. Des fois, juste, on a besoin de s'arrêter 2 minutes et d'évaluer la maturité, l'agilité et la maturité collaborative de nos organisations. Et donc, enfin, l'offre mobilisée, qui est plus le sujet d'aujourd'hui, qui est bien sûr comment on va aider nos clients à mettre en place des moments collaboratifs qui vont permettre de redonner du sens et de l'action pour les prochains enjeux qu'on va rencontrer. Donc, c'est dans cette offre et dans ces séminaires et notre compétence sur les séminaires qu'on vous partage avec vous aujourd'hui cette facteur clé de succès. Très rapidement, quelques références Over the Moon. Donc nous travaillons avec des entreprises de taille moyenne, donc des ETI et des filiales de grands groupes dans diverses industries, comme vous pouvez le voir. Je pense que certains de vous reconnaîtront votre société peut-être sur cette slide. Voilà. Donc on travaille vraiment à travers toutes les industries. OK. Alors, finalement,
quand on parle d'un événement collectif, finalement, quand on cherche à embarquer ce collectif, on est en train de demander à 15, 30, 60 personnes de se déplacer, de donner du temps à l'entreprise pour cet événement. Et donc, je trouvais intéressant d'abord qu'on se penche sur et qu'on regarde un peu finalement, mais comment est-ce que le participant, en fait, il va vous parler en fait de la valeur de votre événement et qu'est-ce qu'on veut entendre et qu'est-ce qu'on veut pas entendre surtout. Donc si on regarde un petit peu, par exemple, quand un membre de CODIR dit d'un événement que vous avez organisé, on a passé toute la journée assis à s'écouter parler sans jamais vraiment savoir ce qu'il fallait décider ou faire. Bon, a priori, c'est pas vraiment un verbatim qu'on veut entendre, mais ça dit quelque chose sur la valeur de l'événement qui vient d'avoir lieu. Et donc, qu'est-ce qu'on préférerait entendre? On préférerait entendre on est sorti de cette mise au vert reboostée, il s'est passé quelque chose, on sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Un autre exemple, et là, c'est du vécu. Je ne peux dire qu'une chose, le buffet était super. Pour le reste, bon. Donc là, et là je dis effectivement c'est du vécu parce que j'ai participé à un événement où littéralement une des parties prenantes, un des présidents qui était là a dit ça. On lui a demandé mais quel est votre retour sur le séminaire et il nous a dit je ne peux dire qu'une chose, c'est que le buffet était super. Non, ça c'est pas quelque chose qu'on veut entendre en général. On se dit bon là on a peut-être raté quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut entendre d'un participant, d'un manager? C'était super, j'en ai appris beaucoup sur les autres services et on a beaucoup partagé, c'était intense mais bénéfique. Donc là on comprend, oui, on les a fait travailler, c'était intense, c'était chaud, mais en même temps quel plaisir, et puis on a vraiment produit quelque chose ensemble, quoi. Donc on rassemble. Le message important, c'est qu'effectivement, on rassemble 30 personnes, 60 personnes pour une journée. Comment est-ce qu'on va en sortir le plus de valeur possible pour eux et pour l'entreprise? Donc l'enjeu, c'est de passer bien sûr de ces verbatims négatifs à des verbatims plus positifs. Et comment on va y arriver? C'est ce dont on va discuter. Alors, d'abord, prenons un peu de hauteur. Prenons un peu de hauteur et pour regarder un peu quelques éléments de contexte finalement d'un événement. Aujourd'hui, les organisations, elles changent de façon continue. On est vous n'êtes pas sans le savoir, je pense qu'on a tous bien compris maintenant, on est dans une ère un peu où les évolutions sont constantes, rapides, et il faut finalement qu'on s'adapte rapidement. Et d'ailleurs, quand on parle d'environnement et de changement, donc je voulais vous partager avec vous un cadre qui aide beaucoup finalement à définir et à qualifier les choses. Mais quand on parle d'un environnement, c'est est-ce que le client est en train nos clients changent, des produits, de nouveaux produits arrivent, des nouveaux entrants, des concurrents, des fournisseurs, des changements dans ces domaines-là. Et finalement, notre organisation que nous, on regarde à travers ce triangle comme effectivement une raison d'être à laquelle on répond grâce à des processus qui sont eux-mêmes soutenus par des organes humains et non humains. Et finalement, comment notre organisation, elle va réagir et elle va répondre à cet environnement. Aujourd'hui, finalement, un des rôles du manager, c'est de traduire ces changements sur son équipe. C'est un enjeu de taille, il faut qu'il facilite ces évolutions et qu'il aide son équipe à opérer ces mouvements. Alors finalement, dans ce contexte, les événements collectifs, ils sont des outils au service de cette réussite, et ces événements collectifs, c'est une réelle opportunité qu'on ne peut pas rater et qu'on doit mettre au service de la performance de notre équipe. Donc notre conviction,
chez Over the Moon, c'est un événement collectif réussi, c'est avant tout des acteurs, c'est-à-dire les participants, faire des participants des vrais acteurs de l'événement. Un collectif, ce sont des acteurs qui créent un collectif, donc notre enjeu et la clé de la réussite des événements, c'est bien de faire jouer ce collectif et de profiter de toute sa puissance, et on va un peu toucher ce point dans la présentation. Et tout ça, bien sûr, centré sur des résultats, puisqu'on va chercher à atteindre des meilleurs résultats et des résultats qui soient mesurables. Voilà, donc 3 éléments clés pour nous d'un événement collectif réussi. Les acteurs, des acteurs qui forment un collectif et ce collectif qui est au service des résultats. Voilà, donc je voulais juste faire un tout petit moment de pause parce qu'on parle d'événements et c'est un vocabulaire qui peut être relativement vaste et qui peut vouloir dire plusieurs choses et différentes choses en fonction des personnes. Donc, pour moi, le mot événement est assez large et on peut parler de kick-off annuel d'une équipe, d'un kick-off projet. On peut être dans un contexte de projet ou être dans un contexte d'équipe, de run. On peut parler d'une rétrospective d'un projet ou une rétrospective à l'année. On peut aussi parler d'ateliers de travail, de workshops et de séminaires de mise au vert d'une équipe, d'un codir, voilà, ce que certains on peut appeler des fois des team building, etc. Donc pour nous, l'enjeu, il est sur tous ces événements et vous en avez peut-être d'autres types en tête. Voilà. Donc, finalement, les 7 questions et leurs réponses, on va en parler, pour mieux réussir vos événements collectifs. Donc là, ce que je vais vous proposer, en fait, ce que je vais balayer, pour moi, ce sont les facteurs de réussite. Et on va aller du plus stratégique, des questions assez stratégiques, assez haut niveau, qui permettent de poser un cadre. Et on va descendre vers des questions qui vont être de plus en plus opérationnelles. Et on va voir que, bien évidemment, elles ont toute leur importance. Et qu'il s'agit bien de se poser des questions, bien sûr, stratégiques, mais aussi de s'assurer que ces questions stratégiques, elles se traduisent bien dans l'opérationnel et dans la façon de délivrer votre événement. Donc, elles ont leur importance et on va balayer, voilà, ce qui pour nous sont les 7 questions les plus importantes. Alors, la première question, c'est une vaste question. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi cet événement? Donc en fait, pourquoi cet événement? Donc on a tendance on va très vite, on aurait tendance à très vite aller dans les objectifs du séminaire. Mais la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question de finalement en quoi cet événement il contribue aux objectifs de l'entreprise. Votre événement, vous voyez sur le petit schéma, il existe dans un cadre avec, il y a des choses qui se passent avant, il y a des choses qui se passent après, et votre événement, il est dans une entreprise qui a une ambition et des objectifs. Donc finalement, l'événement que vous êtes en train de conceptualiser et de préparer, en quoi il contribue aux objectifs de l'entreprise. Alors par exemple, si je vous donne un exemple, on a organisé un séminaire d'équipe pour une DSI, pour la DSI d'une entreprise qui construit des dispositifs médicaux. Et c'était leur événement, c'était leur réunion d'équipe annuelle, en fait, de kick-off annuel, de mise au vert, comme on dit, de l'équipe. Et en termes de contexte, il y avait un contexte très important qu'on a rapidement identifié, qui était que cette entreprise, elle était en pleine transformation et que la DSI en question, elle était, il y avait beaucoup de business qui leur remontaient des besoins spécifiques liés à cette transformation. Donc, il y avait beaucoup d'attentes du business vis-à-vis de cette DSI. Et donc, finalement, en termes de pourquoi et de comment cet événement contribue aux objectifs de l'entreprise, on a vite réalisé avec le directeur qu'il fallait prendre en compte ce contexte de transformation et l'intégrer dans le séminaire, en fait. Voilà. Donc, votre événement doit être aligné à l'ambition de votre entreprise et
s'il n'y a pas de réponse claire à ces questions et que votre objectif est simplement de réunir votre équipe, eh ben, effectivement, réfléchissez-y à 2 fois parce que mobiliser du temps de votre équipe a une valeur importante, comme on disait tout à l'heure, et il faut s'assurer effectivement que votre événement apportera une valeur au moins équivalente. Alors, ok, donc il y a le contexte, le pourquoi et le contexte de l'entreprise. Mais maintenant, bien sûr, la question sur laquelle il faut passer un petit peu de temps, c'est quels sont les objectifs de mon événement et surtout, très important, est-ce que les parties prenantes sont alignées sur cet objectif? Donc, je sais par expérience que très facilement, quand on organise un événement, on a tendance à rentrer dans ce qu'on appelle communément le comment. Donc, on commence à regarder les briques de l'agenda, on va faire ci, ensuite on va avoir une présentation comme ça, ensuite on va avoir cette discussion, etc. Et l'enjeu ici, c'est que, et notre conseil, c'est arrêtez-vous sur les objectifs et arrêtez-vous sur une formulation qui fasse sens pour les gens et sur lesquels les gens sont alignés. Je sais d'expérience que quand on n'est pas aligné sur l'objectif, des fois ça peut être un peu compliqué. Et par exemple, si je vous donne un exemple, on avait organisé un séminaire pour une entreprise et on voulait et le patron est arrivé et il devait introduire la séquence et en fait il n'était pas aligné sur les objectifs du séminaire avec nous et en fait il a publiquement désavoué finalement le travail qu'on avait fait dans son introduction en voyant les objectifs qu'on avait nous formulés pour la séquence. Donc, pas une situation très confortable et on apprend beaucoup de ces situations-là. Et effectivement, formuler des objectifs pour notre événement et aligner les bonnes parties prenantes sur ces objectifs, c'est un exercice qui mérite du temps parce que ça vous permettra ensuite, déjà ça vous garantit plus la réussite et ça accélérera de toute façon les phases d'après. Donc, n'ayez pas peur de prendre le temps de formuler ces objectifs. Et ces objectifs, quelques clés de formulation. Déjà, en termes de formalisation de ces objectifs, ce qui peut aider, c'est de vous poser les questions auxquelles le groupe va devoir répondre. Donc, par exemple, quelles sont, une de vos questions au groupe pendant cet événement, ça doit être quels sont les leviers de productivité pour l'année 2020. Bon, donc un des objectifs de votre événement, ce sera bien d'identifier les leviers de productivité pour 2020. Voilà. Tout simplement. Donc, quand vous essayez de le formuler en question, ça vous aidera à formaliser vos objectifs. Donc, deuxième point, effectivement, comme on disait, ces objectifs, ils doivent être partagés en amont pour que vous soyez alignés. Et petit point d'attention, plus vous avez d'objectifs, plus vous aurez besoin de temps pour les atteindre. Donc, c'est aussi un exercice intéressant, la formalisation des objectifs, parce que si vous avez 7 objectifs et que vous avez une journée pour les atteindre, potentiellement, ça va être un petit peu difficile. Donc, ça va vous aider aussi à comprendre qu'est-ce que je peux faire ou pas. Donc voilà, ça c'est l'exercice des objectifs, un exercice de cadrage important. La deuxième question, donc on parle d'un objectif qui doit être clair, cohérent et réalisable. Ensuite, la deuxième question, c'est en quoi verrez-vous que votre événement sera réussi? Donc ça c'est une question qui marche très bien, surtout quand vous êtes si vous êtes la personne qui comme moi, c'est souvent le cas avec mes clients, je ne suis pas le propriétaire de l'événement que je le réalise pour quelqu'un. Et donc, une question que je pose très rapidement à mon client, c'est « mais en quoi verrez-vous que votre événement sera réussi ?» Donc, c'est une question de cadrage qui vient compléter les questions du pourquoi et qui vont vous permettre d'affiner votre cadrage et d'être plus dans le détail et plus fin sur vos objectifs et vos livrables. Donc cette question, en quoi verrez-vous que votre événement sera réussi? Donc quelque part, vous faites écrire aux parties prenantes, mon événement sera réussi si, alors par exemple, je vous ai fait des exemples, si l'équipe comprend
le besoin de se transformer et a déjà identifié les premières pistes pour y arriver. Donc là, on est sur un objectif d'intention, en fait. L'équipe comprend, c'est vraiment, OK, j'ai amélioré l'intention du groupe et je les ai vraiment, OK, la transformation, maintenant, ils la comprennent. Et ils ont déjà identifié les premières pistes pour y arriver. Donc là, quand on parle de participants acteurs, voilà, on leur demande d'identifier les premières pistes. Mon événement sera réussi si l'équipe ressort plus solidaire et on se connaît mieux. Donc là, on est sur effectivement un facteur de réussite, voilà, moins dans le concret et plus dans le quali. Alors, finalement, quand on fait cet exercice, ce qui vient assez naturellement après, c'est que ça nous permet de formaliser les livrables qui sont attendus de l'événement. Donc, par exemple, mes livrables sont une vision pour la DSI partagée, ou bien une analyse des changements nécessaires dans nos façons de travailler et l'identification de quick wins. Donc, quels sont finalement les livrables attendus de votre événement? Donc, ça vous permettra de les formaliser. Et question subsidiaire, quelles actions attendez-vous des participants après l'événement? Alors, par exemple, bah oui, mais après l'événement, il faut qu'ils établissent leur plan d'action avec leur manager, bon, par exemple, à la suite de ce séminaire. Donc, posez-vous la question de quelles actions attendez-vous des participants après l'événement. Ça vous aidera à formaliser et à être plus fin sur le cadrage de votre événement. Voilà. Alors, troisième question. Qui contribue à la réussite de votre événement? Alors, c'est une question très intéressante qui appelle à se poser un peu, parce qu'il y a les participants qui sont évidents. Donc, par exemple, par exemple, là, dans l'exemple que je vous donnais du séminaire ouvert de l'équipe DSI, qui doit venir à l'événement? Bah, bien sûr, l'équipe DSI. Mais en fait, pas que, parce que quand on commence à rentrer, comme vous l'avez fait grâce aux questions 1 et 2, dans les objectifs et les livrables de l'événement, eh bien, vous commencerez peut-être à identifier des parties prenantes de votre environnement qui ont besoin de venir à ce séminaire. Et il ne faut surtout pas hésiter à faire jouer votre environnement et à inviter des parties prenantes, aussi étonnantes soient-elles, à venir participer et contribuer au collectif de cet événement. Alors, je vous donne un exemple assez intéressant. On avait organisé un événement pour une équipe commerciale d'une société de services, et donc les équipes commerciales venaient passer 3 jours, et c'était le kick-off annuel, et elles préparaient en fait leurs offres pour les clients. Donc, on avait fait tout un travail avec eux de formulation des offres qu'ils pouvaient faire à leurs clients cette année en fonction des contextes du client, etc., et de ce qu'ils étaient capables de faire et de ce qu'ils voulaient faire en termes de stratégie. Et en fait, on a fait venir et on a fait jouer le client, les vrais clients de cette société. On a fait, alors, des clients, bien sûr, les clients bienveillants, hein, des alliés de l'entreprise en question. Ces clients, ils sont venus en fait pendant une demi-journée, pendant laquelle les participants ont présenté leurs offres aux clients. Donc, on a fait jouer un peu un panel, on avait fait un panel c'était un peu un panel à la Masterchef. Et derrière, on a invité les clients à venir et ils sont venus aider chaque groupe, en fait, travailler l'offre un petit peu et leur faire un retour plus précis sur les offres. Donc, on avait vraiment fait jouer le client dans cette matrice. Donc, n'hésitez pas à inviter des clients qui donnent un peu aussi, bien sûr, qui vont inspirer les participants, leur donner une vision de, voilà, moi, comment je regarde le monde et voilà ce qui se passe chez moi, etc. Mais aussi, pourquoi pas, si vous êtes dans un séminaire d'équipe, faire intervenir d'autres équipes avec lesquelles vous travaillez toute l'année et qui peuvent apporter des points de vue et contribuer à la création collective de quelque chose pendant cet événement. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder autour dans votre environnement pour identifier les bonnes personnes pour atteindre vos objectifs, ceux que vous vous êtes fixés pour cet événement.
Donc, question très importante. Alors, donc là maintenant, vous avez, sur les 3 dernières questions, vous avez cadré votre événement. Vous avez des objectifs, des livrables, vous comprenez mieux le contexte, vous avez identifié les personnes dont vous aviez besoin pour cet événement. Donc là maintenant, vous êtes capable de commencer à construire les briques de votre agenda. Et donc là, se pose la question du système d'animation. Donc comme je vous disais, on passe de questions très stratégiques à des questions qui commencent à être de plus en plus, donc on rentre dans le tactique et opérationnel. Et ça a beaucoup d'importance et c'est un sujet d'ailleurs passionnant parce qu'il y a plein de méthodes d'interaction et d'animation pour vraiment rendre vos objectifs, déjà leur donner de la vie, bien mettre les participants en tant qu'acteurs, parce que vous comprenez bien que si on fait une plénière pendant toute une journée, je pense pas qu'on aura réussi à mettre les participants dans le rôle d'acteurs du séminaire. Donc finalement, c'est là que tout l'enjeu de faire jouer le collectif prend tout son sens. Comment je vais faire jouer mon collectif? Quel est le système d'animation que je vais choisir? Alors, je vous propose là, ce que je voulais vous proposer, c'est je voulais vous montrer un peu ce qui pour moi sont les choses qu'il faut finalement éviter, et puis les choses plutôt qu'on cherche à obtenir nous quand on organise des événements. Alors, ce qu'il faut éviter, donc là c'est la plénière le matin, l'atelier l'après-midi. Donc ça, c'est en général quand on commence à avoir un modèle où on est assis pendant 4 heures et qu'ensuite on passe en atelier, c'est difficile pour le participant, c'est difficile de le garder concentré et de maximiser sa contribution au groupe. Donc plénière le matin, atelier l'après-midi, et on va regarder dans ce qu'il faut plutôt faire après, ce que je vous propose plutôt de regarder. Des longues séquences de travail, donc pour vraiment avoir des participants qui sont concentrés et qui vous donnent leur maximum, il faut vraiment veiller au dynamisme de votre agenda. Donc les longues séquences sont à éviter, ou alors c'est vraiment une seule, mais il faut vraiment regarder le dynamisme global de votre agenda. Alors là, des slides chargés. Donc quand vous êtes en mode présentation, parce que bien évidemment que ça peut arriver, on peut avoir des choses à dire et à présenter au groupe. On ne dit pas qu'on est obligé de tout le temps être en atelier. Il y a des fois des moments où il faut se poser, on a des choses à leur dire, de l'information à leur donner. Quand vous le faites, faites attention surtout à ne pas charger vos slides. Par exemple, on dit c'est 2 idées par slide maximum. 20 slides, 45 minutes, c'est en général, et on le voit trop souvent encore en entreprise, c'est en général un mauvais signe. Vous n'allez pas y arriver. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez parler très vite pour essayer de tout faire tenir, ce qui n'est pas vraiment l'objectif. Donc, nous, on parle plutôt de 5 minutes pour une slide. Voilà, par exemple, c'est les conseils qu'on donne pour une présentation réussie. Et un autre aspect très intéressant quand vous regardez votre agenda, si vous faites un premier draft de votre agenda, vous vous dites « Ok, on va faire ci, on va faire ça, etc. » Regardez, prenez de la hauteur et dites-vous « Mais quel est le temps de parole des dirigeants et est-ce qu'il est supérieur au temps de parole des participants ?» Parce que si le temps de parole des dirigeants est supérieur au temps de parole des participants, encore une fois, en termes de participants acteurs, vous êtes en danger de ne pas réussir à vraiment faire de vos participants des acteurs de l'événement. Donc ça peut être un moment de pause intéressant. D'ailleurs, ça marche très bien avec mes clients parce qu'on se dit toujours il y a beaucoup de choses à dire. Oui, on va faire une séquence, on va présenter la stratégie. Ensuite, on va leur présenter les travaux déjà faits. On va faire le bilan. On va leur montrer le bilan de 2019. Et ensuite, on leur montrera ce qu'on veut faire en 2020, et puis ensuite, seulement, on fera des ateliers. Et puis finalement, quand on regarde l'agenda de la journée, on se dit, ah mais en fait, on passe 4 heures, on passe plus de 50% du temps, c'est nous qui parlons, et les participants n'ont plus finalement de place et ne sont plus acteurs de
de cet événement. Au lieu de faire ça, on peut se dire, par exemple, OK, vous voulez faire le bilan, ben en fait, faites-leur faire le bilan, faites-le, vous pouvez le faire en petit atelier. Ça peut être une très bonne, d'ailleurs, introduction pour un atelier qui est peut-être plus focalisé sur le futur. Ça peut être un très bon exercice de mise en jambe pour les participants, de leur demander à eux, en petits groupes, de faire le bilan de 2019 et de venir ensuite le partager avec le collectif. Et donc, finalement, vous pouvez additionner tous ces points de vue de tous ces petits groupes et ça vous fait votre bilan 2019. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça de dynamique et de mettre les participants, de faire des participants plus des acteurs des objectifs de votre séminaire, de votre événement. Voilà, alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est déjà d'alterner des ateliers en petits groupes et des partages en plénière. Donc réfléchissez plus à un agenda qui soit plus dynamique et qui vous permette plus d'alternance entre les deux dynamiques. Ça garde le participant éveillé, parce qu'on n'est pas sans savoir nous-mêmes quand on s'assoit dans une plénière que si ça dure plus d'1 heure, ça devient un peu compliqué. Donc on ne veut pas que ça se passe comme ça. Donc on va alterner des interactions en petits groupes et du partage de plénière de façon plus rapide. Un deuxième conseil, c'est ayez une boîte à outils d'animation. On va en parler juste après. Si vous organisez beaucoup d'événements, commencez à vous constituer un peu votre boîte d'animation, allez regarder un peu ce qui se fait. Il y a plein de sites qui vous donnent des boîtes d'animation. D'ailleurs, je pense que plus tard dans l'année, nous, on vous fera un webinaire sur ce sujet, si ça vous intéresse. Donc, on vous sollicitera peut-être d'ailleurs après ce webinaire pour vous demander votre avis sur ce qui pourrait être une suite. Donc, voilà, avoir une boîte d'outils d'animation qui vous permettent de piocher des idées. Moi-même, j'ai effectivement une source de modules et de techniques d'animation qui me permettent d'identifier le bon système d'animation pour la bonne séquence de l'agenda. Un autre conseil, c'est d'avoir un rythme rapide, donc à l'opposé des longues séquences de travail qu'il fallait éviter. Ayez un rythme rapide, n'hésitez pas à tenir le rythme. Les participants vous demanderont toujours plus de temps, c'est jamais assez. Mais croyez-en mon expérience, gardez le rythme parce que ça les rendra beaucoup plus concentrés et beaucoup plus efficaces. Et finalement, la demi-heure de plus que vous donnerez, elle générera pas autant de valeur que 2 fois plus de valeur que si vous y passez juste une demi-heure. Donc, si vous y passez une demi-heure au lieu d'y passer 1 heure, vous n'aurez pas forcément le double de valeur. Donc il faut bien rythmer votre agenda. Définissez des rôles dans l'animation et la facilitation. Donc là, si vous êtes par exemple en train de préparer un événement et que vous en êtes le propriétaire, mais que vous voulez être aussi participant dans le sens où vous voulez vraiment contribuer à la construction ou aux échanges, faites-vous aider d'un facilitateur. Trouvez quelqu'un qui soit un peu finalement neutre dans tout ça et qui puisse vous aider à faciliter le collectif que vous avez avec vous. Parce que c'est assez inconfortable d'être à la fois contributeur et de vouloir faciliter, animer le groupe. Parce qu'on n'est pas très neutre, quoi. Donc, n'hésitez pas à définir les rôles et trouver des gens pour vous aider et pour faciliter. Alors, la boîte à outils des systèmes d'animation, je voulais juste quelques blocs assez classiques dans lesquels il faut effectivement aller pêcher des idées. Donc, il y a bien sûr un format de plénière qui existe toujours. Mais effectivement, derrière, est-ce que je peux faire plus des workshops, des ateliers pour certaines séquences, pour mettre mes participants finalement plus acteurs de l'objectif. Des tables rondes, pourquoi pas, organiser une table ronde avec les différents points de vue sur un sujet qui débattent. Mais aussi du théâtre de la mise en situation, donc ça marche très très bien. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur notre équipe DSI dont je vous parlais,
ils avaient un enjeu fort pour l'année, donc c'était en 2019, ils avaient un enjeu fort pour l'année 2019 de changement de posture. Donc ils avaient vraiment, et c'est un sujet qu'on a souvent dans les équipes, de finalement changer un peu la posture de l'équipe et de passer, alors ici on parlait de passer d'un mode très doueur, c'est-à-dire je fais parce que le client me demande, mon client interne de la DSI, et passer de ce mode-là à un mode plus business partner, je suis là, je te challenge, je t'aide, je tiens la roadmap de ton business avec toi, de la roadmap IT, et je suis contributeur et je contribue et j'ai de la valeur pour ton business. Et donc justement pour mettre en exergue ce changement de posture, on a utilisé des mises en situation un peu théâtrales et on les a fait jouer, on avait préparé des petites scénettes à l'avance et en fait on les a fait jouer ces scènes. Et on a débriefé en groupe sur la scène, on les a fait rejouer en disant bah, finalement qu'est-ce que vous remarquez, comment est-ce que vous pouvez changer cette dynamique, comment est-ce que vous pouvez jouer autrement la scène, et on les a fait rejouer la scène. Donc finalement le théâtre et mise en situation, nous on y croit beaucoup, ça fait vraiment, le participant ressent vraiment beaucoup les choses et comprend et prend beaucoup les idées. Il y a bien sûr le jeu, nous on est fans des jeux du Lego par exemple, qui nous en disent beaucoup sur nos façons de travailler ensemble et de co-construire et de travailler les interfaces. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels vous pouvez puiser qui permettent de cranter des idées de façon ludique et pourtant très sérieuse, parce que qu'on parle de théâtre ou qu'on parle de jeu, ce qui est important c'est vous faites le jeu, vous faites la mise en situation, mais après vous la débriefez. Et c'est ce débrief, c'est ce temps de débrief facilité qui va vous aider à cranter les idées et faire passer les messages au collectif. Et une autre technique que je voulais aborder ici, c'est la facilitation graphique. Donc ça peut aussi aider. Je ne sais pas si vous utilisez ça déjà, mais effectivement, quand vous créez votre événement, posez-vous la question de savoir si est-ce que l'addition d'un facilitateur graphique, soit des préparations de visuels avant l'événement ou même pendant, en live, quelqu'un qui capture les messages en live, est-ce que ça a de la valeur pour vous et pour votre événement? Est-ce que ça va vous aider à faire passer les messages? Donc voilà, donc ça c'est quelques outils. Encore une fois, n'hésitez pas à vous constituer votre petite boîte à outils, rechercher. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter après. Je peux vous rediriger vers beaucoup de sites qui vous donneront plein d'idées d'icebreaker, de jeux, etc. Et de techniques d'animation qui feront en sorte que vos participants soient vraiment des acteurs de l'événement. Alors, la cinquième question que je vous propose ici, c'est que donc vous avez créé votre agenda. Vous avez fait vos objectifs, vos livrables, vous avez créé un agenda et un système d'animation qui va avec. Et la question que je vous propose là, c'est finalement quel est le récit de votre événement. Et notamment, c'est très important pour l'installation en début d'événement, l'installation de votre événement, le lancement de votre événement, excusez-moi. Et donc là, je vous propose une structure que nous, on appelle la structure du discours, qui va vous permettre de ne rien oublier et de bien installer toutes les briques en début de séminaire ou de votre événement. Alors, ces briques, c'est quoi? C'est déjà pourquoi. Pourquoi sommes-nous ici? Donc, quand on installe le groupe au début d'un atelier ou d'un événement, pourquoi sommes-nous ici et est-ce que vous avez besoin de faire appel à du contexte, rappeler le contexte, évoquer le passé. Moi, j'aime beaucoup ça quand on est dans un contexte de changement assez fort où il y a un nouveau, peut-être vous êtes nouvellement, vous reprenez l'équipe et vous faites votre premier événement avec votre équipe ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est que finalement, quand on demande aux gens de changer, d'évoluer, de regarder autre chose, de leur dire mais ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça a beaucoup de valeur. Donc on respecte le passé. Ça a beaucoup de valeur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et justement, on va capitaliser sur cette valeur et aujourd'hui, on va regarder et on va partir de ça pour construire le futur.
Donc, ça peut être, est-ce que vous devez évoquer une nouvelle menace, de nouveaux enjeux, des objectifs stratégiques à rappeler, etc. Donc, pourquoi sommes-nous ici? Ensuite, dans l'installation de votre récit, il y a le quoi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc là, on affiche les objectifs de l'événement. Donc, quand vous démarrez un événement, vous affichez au groupe quels sont les objectifs d'aujourd'hui ou des 2 jours. D'ailleurs, c'est pas obligé de durer une journée, ça peut durer une demi-journée, 2 heures, 2 jours, 3 jours. Donc, quels sont les objectifs de l'événement? Et d'ailleurs, là, quand vous présentez les objectifs de l'événement, vous vous arrêtez et vous leur demandez, mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet objectif? Parce que des fois, ils n'ont pas compris ou ils se posent des questions sur cet objectif. Donc, on s'aligne d'abord sur les objectifs de l'événement. Ensuite, qui sommes-nous dans la salle? Donc là, dans l'installation de votre récit, vous installez les rôles de cet événement. Donc quand on parle de rôle, nous on parle déjà principalement de 3 rôles qui sont qui est le propriétaire de cette réunion. Il y a quelqu'un qui est le décideur, celui dont les enjeux de l'événement que vous êtes en train de faire, ce sont ces enjeux et c'est lui c'est les enjeux c'est lui le principal intéressé, on va dire. Donc c'est le propriétaire de la réunion. Quel est le propriétaire de la réunion? Ensuite, il y a des rôles de facilitateur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Facilitateur et acteur, c'est pas le même rôle. Et d'ailleurs, c'est pas le même rôle que propriétaire. Et donc, il faut effectivement distinguer le rôle de facilitateur. Et troisièmement, les acteurs. Et là, c'est important de rappeler, quand vous installez le récit de votre événement, rappeler aux participants qui sont là que vous êtes des acteurs de cet événement. D'ailleurs, on est collectivement responsable de cet événement. Et vous allez faire en sorte que les objectifs de l'événement soient atteints. Donc ça c'est le qui. Et enfin le comment et le quand. Donc finalement comment allons-nous faire? Donc là on affiche ce qu'on appelle nous le fil rouge de la journée ou de l'agenda de la journée et les règles de travail en groupe. Donc finalement qu'est-ce qu'on attend des participants? Comment ils doivent se comporter? Quelles sont les règles que l'on se... D'ailleurs je dis les participants, je devrais dire les acteurs. Qu'est-ce qu'on se donne comme règles collectives pour que cet événement soit une réussite? Voilà, donc ça c'est l'installation de votre événement avec les acteurs participants de l'événement. Pourquoi, quoi, qui, et comment et quand. La 6e question que je vous propose, on a parlé du début et finalement la fin est aussi très importante. Donc c'est important de savoir comment on commence un événement parce que ça donne un peu le là à l'événement. Et c'est également très important de se poser la question de comment on va clôturer notre événement. Alors comment allez-vous clôturer votre événement? Moi je voulais vous laisser 2 messages importants, 2 messages clés sur la clôture des événements. La première chose c'est qu'on clôture toujours par une demande. Quelque part, quand vous clôturez votre événement, vous demandez quelque chose aux acteurs, aux participants de cet événement. Ce que j'attends de vous, maintenant, au sortir de cette réunion, c'est peut-être vous venez de travailler un plan d'action avec eux, donc vous pouvez reprendre ce plan d'action et leur dire, voilà, ce que j'attends de vous, c'est de revenir vers moi et de mettre en place ce plan d'action, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, vous n'avez pas encore fait le plan d'action, c'était un événement où vous avez débattu, enfin pas débattu, mais vous avez construit beaucoup et échangé beaucoup sur les enjeux de l'année. Et ce que vous voulez, c'est qu'à la sortie de cet événement, il formalise un plan d'action. Et bien, ce que j'attends de vous maintenant, c'est de formaliser ce plan d'action, etc. Donc, quelle est la demande que vous allez faire en groupe? Et la deuxième chose, et c'est la plus importante, c'est on fixe le prochain événement collectif. Donc nous, chez Over the Moon, c'est un vrai indicateur de succès d'un événement qu'on organise. C'est de se dire, est-ce qu'à la fin de l'événement, on a fixé la prochaine date où ce collectif qui est là va se retrouver et, par exemple, dans notre contexte, partager l'état d'avancement de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, de ce qu'on s'est dit qu'on allait faire aujourd'hui,
finalement, dans 3 mois, dans 2 mois, dans, je sais pas, dans 6 mois, où est-ce qu'on en est? Et chacun vient présenter ce qu'il a fait, où est-ce qu'il en est, ce qu'il a appris, etc. Donc, n'oubliez pas de fixer le prochain événement collectif, parce que c'est ce que nous, on appelle la logique d'attracteur. Ça va tendre le système, mais de façon positive, ça va mettre une tension positive sur le système pour s'assurer que finalement, ce que vous avez fait pendant ce séminaire ou cet événement n'est pas vain. Parce que je pense que vous pouvez tous comprendre quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'événements quand même qui se font, où on passe un bon moment, on construit des choses, on est plein d'entrain et plein de motivation, mais on sort de l'événement et en fait le lendemain, on revient à la même chose et finalement rien n'a changé et finalement on ne sait pas ce qu'on a à faire et puis tout ça se perd un peu dans notre quotidien qui est bien évidemment bien rempli. On est tous on est tous pareils, on a tous des agendas très remplis et finalement comment est-ce que vous allez faire pour que votre événement il marque et il soit durable? Voilà, donc la clôture de l'événement pour le rendre plus durable, n'oubliez pas de faire une demande, de fixer le prochain événement collectif. On va se revoir et on va partager nos avancées comme je vous le disais. Voilà, et là, la dernière question, c'est la question la plus opérationnelle et elle a beaucoup d'importance. Quel lieu et quel aménagement? Donc là, trop souvent, on a un agenda, on prépare, voilà, on est chez nous, on est dans nos bureaux, on prépare notre agenda d'événements, on a des super objectifs, on a un super système d'animation, on va tout faire pour que les participants soient acteurs. Et là, on se retrouve dans une salle, et elle ressemble à quoi votre salle en général? Elle a une table. Aïe, aïe, aïe. Donc, la question du lieu et de la mise en scène que vous mettez autour de votre événement, elle est capitale parce qu'en fait, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans la salle. Donc, un participant, un acteur de réunion, quand il rentre dans une salle et qu'il voit des tables, il fait quoi? Il s'installe, il ouvre son ordinateur, il regarde l'écran. Tout ce qu'on veut pas, si on veut faire jouer le collectif. Alors, la question du lieu, elle est vraiment importante. Il faut que vous trouviez un lieu qui soit adapté à vos objectifs et à votre agenda. Donc, pour être plus précise, je vous propose quelques trucs et astuces pour vos lieux et votre mise en scène. Ce qu'il faut éviter. Eh bien déjà, nous, on n'est pas fans de tables. Et surtout, on n'est pas fan des tables qui ne se déplacent pas. Parce qu'une table, ça peut servir. D'ailleurs, quand on fait un jeu de Lego, on utilise des tables. Ça peut servir, c'est important pour poser le café et les viennoiseries. C'est important si vous êtes... S'il y a un moment de l'atelier où vous avez besoin des ordinateurs parce que vous co-construisez quelque chose, ok, vous avez besoin d'une table, très bien. Mais ces tables, elles doivent se déplacer parce que la plupart du temps, vous n'en aurez pas besoin. On veut éviter des espaces sombres, parce que ça endort déjà, parce que c'est pas très joyeux et que ça donne pas beaucoup d'énergie aux participants. Donc on évite les espaces sombres. On évite les espaces difficilement accessibles. Alors là, on parle de accessibles géographiquement, des espaces où on a effectivement beaucoup de meubles et de choses qui gênent, etc. Donc, on veut des espaces où on peut se déplacer facilement à l'intérieur de l'espace. On évite des espaces séparés géographiquement. C'est-à-dire que si vous pensez faire des sous-coms, par exemple, pour faire des ateliers pendant votre événement, évitez évitez que ces sous-coms soient trop loin les unes des autres parce que vous allez perdre beaucoup de temps dans le déplacement des participants. Et très important, on évite d'arriver le jour J pour installer sans avoir visité avant. Parce que c'est justement quand vous allez aller sur ce lieu et que vous allez vous imaginer comment vous allez installer, comment les participants vont se déplacer, vont partir en atelier, où est-ce que je mets la plénière, quelles sont les contraintes, etc.
et ça va vous aider à visualiser et à rendre votre agenda encore plus précis et percutant. Et donc, je vous ai fait quelques petits dessins de mise en place que je ne vous conseille pas si vous cherchez à effectivement créer un événement où les gens sont acteurs et où vous essayez de faire jouer le collectif. Donc, une grande table au milieu de la salle qui ne s'enlève pas avec tous les gens autour de la table et le patron, le petit point rouge que vous voyez, c'est le boss, hein, et le patron en bout de table, on ne vous conseille pas. Une salle remplie de chaises, en plus en profondeur, où en fait, vous ne voyez même pas la personne qui est au fond à droite. Vous voyez les deux petits ronds, il y a la personne qui présente devant et puis il y a la personne au fond à droite. Cette installation, on ne vous la conseille pas. Et une salle avec une belle table en U, avec les gens placés tout autour de la table en U, je ne vous conseille pas non plus. Donc ça, c'est des installations qu'on va essayer d'éviter quand on cherche à faire un événement plus collectif. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques petits conseils. Le premier, c'est que quand on regarde la surface du lieu, on parle, nous, de 3 à 5 mètres carrés par participant. Donc déjà, que nous, quand on cherche un lieu, on filtre en fonction des surfaces et du nombre de participants qu'on a, et on ne prendra jamais quelque chose qui a en dessous de 3 mètres carrés par participant. En réalité, on aime bien en avoir 5, parce qu'en plus, il faut espacer les gens, etc., quand on fait des ateliers, pour pas qu'ils se dérangent. Donc 5 mètres carrés, c'est très bien. 3, ça passe encore. Des espaces amovibles qui permettent le travail en petit groupe. Donc, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il faut qu'on puisse jouer avec cet espace et qu'on puisse déplacer les choses. Donc, s'assurer que votre lieu vous permette de faire ça. Du personnel en régie. Donc là, la régie, c'est la production. Et faites-vous aider, n'hésitez pas à avoir des gens qui sont totalement dédiés à l'organisation logistique avant et pendant l'événement. Un espace qui est lumineux, à l'opposé des espaces sombres qu'on voulait éviter, un espace lumineux qui réveille les participants, qui nous donne de l'énergie. On n'a jamais rien contre une terrasse, c'est toujours plus inspirant d'avoir une belle vue de Paris avec une terrasse. Il n'y a rien de mieux comme cadre de travail. Surtout, équipez-vous de supports visuels. Ça peut être des flipcharts, des brown paper. Nous, ceux qui ont déjà, dans ce webinaire-là, ceux qui ont déjà travaillé avec nous, vous n'êtes pas sans savoir qu'on utilise des brown paper et une technique qui s'appelle le métaplan, avec des post-it spécifiques de méthode d'animation métaplan. Et donc, n'hésitez pas à trouver votre support visuel, des flipcharts, des brown paper, des post-it, des panneaux Velleda, etc. Et finalement, c'est quoi une installation qui marche? C'est une plénière, vous voyez sur la première photo de gauche, une plénière un peu arrondie et bien dans la longueur pour que vous voyez tous les participants et que personne ne soit loin. Et puis, vous voyez sur le deuxième petit dessin, vous faites une plénière et puis vous positionnez des panneaux ou des flipcharts, etc. Pour créer des petits espaces de travail pour les groupes quand vous êtes dans une dynamique de plénière, atelier, etc. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à… Et là, c'est important, excusez-moi, pour finir. Ce qui est important, c'est que il faut surtout pas hésiter à dire non, parce que trop longtemps, on se rend un peu tributaire du lieu qu'on choisit, mais il ne faut surtout pas se mettre dans cette posture-là. Il faut savoir dire non et trouver le lieu qui vous va. Voilà, donc j'en ai terminé pour mes 7 questions à se poser pour un événement réussi. En conclusion, il y a 3 messages à retenir. C'est tout d'abord que, en tant que manager, c'est votre rôle de choisir les meilleurs événements pour embarquer vos équipes, les mettre dans l'action et les aider à réussir. Ça nécessite, comme vous pouvez le voir, un peu de savoir-faire et de réflexe qui s'acquiert bien sûr avec l'expérience, et il faut juste se lancer, le faire et le tester, et ne pas hésiter à sortir d'un agenda et d'un système d'animation peut-être un peu plus classique. Et enfin, n'hésitez pas à vous faire aider dans votre entreprise, en général, les DRH, la communication interne, peut-être certains collaborateurs de vos équipes. Il y a des gens qui ont une appétence pour ça et que vous allez vous découvrir un talent pour ça et qui pourront vous aider. Et puis surtout, si vous trouvez personne, n'hésitez pas à nous appeler. Ça, on est toujours là pour vous aider. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Maintenant, je vous invite, est-ce que vous avez, j'ai pas vu passer de questions, donc sauf effectivement, j'ai bien noté, donc Isabelle a dû partir, et Marine me demandait effectivement les outils de communiquer. Donc Marine, on se parlera après pour parler des outils pour le système d'animation. Maintenant, est-ce que je vous invite à poser des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que pour vous, peut-être, il manque quelque chose dont on n'a pas parlé, qui vous semble important? N'hésitez pas, je vous donne la parole.